Voilà, je ne vais pas vous parler de sangliers et de peste porcine aujourd'hui, je vais revenir à mes premiers amours, c'est-à-dire les arbres. Et il y a un peu moins de 2 ans, quand Fabrice Wallerand d'Eno Développement et moi, à la fin d'une soirée peut-être un peu arrosée, avons eu l'idée de mettre en place ce colloque, eh bien on s'est dit il était temps quand même de mettre... ça faisait quelques années qu'on n'avait plus de colloques et de techniques, en tout cas, un rappel des méthodes diagnostiques, ça a évolué en 15 ans. Il est peut-être temps de refaire justement un colloque et de parler justement de toutes ces méthodes diagnostiques techniques, tomographe, test de traction, méthode VTA, etc. Il était temps. Justement, laquelle choisir? Il y en a tellement, ça a évolué en 20 ans, en 15-20 ans. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas vraiment parler d'une technique en particulier, mais d'aller ressortir un outil qui a déjà 5 ans, on avait mis en place, enfin, on avait projeté, qu'on a finalisé, mais qui malheureusement n'a pas totalement abouti. C'est un outil qui n'est pas une technique avec une machine, mais plutôt une méthodologie. Justement, pourquoi? Parce que depuis 15-20 ans, il y a 36 techniques. J'ai vu dans mon travail des rapports d'experts qui allaient un peu dans tous les sens, qui utilisaient des outils différents, et que finalement, pour le gestionnaire de patrimoine arboré, comme sont les communes, comme vous êtes, pas toujours facile de s'y retrouver. Et alors, il y a 5 ans, on avait déjà réussi, on avait pensé, justement, de mettre un outil en place qui c'était une méthodologie, justement, une méthodologie du diagnostic. Alors, pourquoi mettre justement en place une méthodologie? Ce n'est pas imposer une technique, mais une méthodologie. Pourquoi? Tout d'abord, le grand objectif, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens en pérennisant notre patrimoine arboré. Donc, maintien du patrimoine vert, tout en garantissant la sécurité. Deuxième objectif, et ça c'est surtout pour les communes, pour les gestionnaires de patrimoine, avoir une référence sur laquelle on pourrait éventuellement construire un cahier de charges. On vient d'en parler ce matin. C'est bien de pouvoir cadrer, quand on a besoin de faire un diagnostic de notre patrimoine arboré, ben je demande à un expert, j'aimerais bien avoir un travail dans ce sens. Une méthodologie permet aussi d'être un outil de comparaison entre experts. Parce que si on gère notre patrimoine, maintenant aussi, c'est aujourd'hui, mais c'est aussi dans 10 ans, dans 15 ans, on va aller revoir l'arbre. Ça permet aussi de pouvoir comparer deux rapports, un historique. Si on n'a pas fait dans la même méthodologie, j'entends bien, eh bien, ça sera plus compliqué de faire des comparaisons experts ou même pour voir l'évolution dans le futur. Et enfin, une méthodologie, ça impose aussi une certaine responsabilité à l'expert qui va engendrer son rapport. Parce que j'ai vu de nombreux rapports, en plus de 15 ans, de nombreux rapports d'experts. Voilà, ben, il y a un peu de cavité, il y a un peu de ceci, mais à vous de vous débrouiller. C'est pas ça que le gestionnaire du patrimoine arboré recherche. Quand il demande un diagnostic, voilà, est-ce qu'il est bien, pas bien, et qu'est-ce que je dois faire? Et 9 fois sur 10, on n'a pas la réponse. On a vu ça, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire avec. Ah, ça, c'est un peu embêtant. Donc, on a projeté de faire un projet de circulaire pour la gestion, au départ, des arbres marquables, mais vous verrez bien, ça peut s'appliquer à n'importe quel arbre, et à destination, justement, de l'expert diagnosticien qui est amené à rendre un avis, je dis bien un avis écrit, sur l'état d'un arbre à destination des administrations, services régionaux, administrations communales, mais également de privés. Alors, quel est l'outil qu'on a mis en place pour cette méthodologie? Donc c'est une circulaire régionale. Malheureusement, elle est restée à l'état de projet. Pour diverses raisons, elle n'a pas encore été approuvée par le ministre de l'époque, et donc ce serait peut-être justement dans le cadre de ce colloque, bien de réinsister. Il y a un projet qui existe, et là, essayer de la mettre vraiment maintenant en application au niveau de la région. Alors, que devrait contenir justement, que devrait préciser cette méthodologie? Ben, c'est en tout cas la base minimale et commune que doit reprendre l'avis de chaque expert. C'est une méthodologie, j'insiste bien, qui donne un cadre, mais qui n'impose pas l'outil.
Donc la méthode, si vous utilisez tomographe, VTA, test de traction, on ne l'impose pas, mais au moins on détermine le cadre. Alors, comme je l'ai déjà dit, le projet a été fait pour la gestion des arbres marquables, pour le diagnostic des arbres marquables, les arbres patrimoniaux, mais bien sûr c'est applicable à chacun des arbres de votre patrimoine. Alors, comment cela s'est-il passé il y a 5 ans déjà? Sur base d'un travail qu'on avait, une étude, une convention qu'on avait avec la faculté université de Jean Blou, avec André Toussaint qui est dans la salle, et Bruno Campanella qui va nous faire l'honneur après d'être ici devant vous, eh bien, cette convention avait justement le but un peu de recenser quels étaient les nouveaux outils pour faire des diagnostics sanitaires et de proposer éventuellement une méthode pour les appliquer. Donc sur base de ces conclusions, eh bien, est apparu le texte du projet de circulaire sur la méthodologie qui a été débattu en groupe de travail avec les arboristes, Arboresco, pas mal, avec les différentes administrations, parce que la DGO3, donc le département de nature et forêt, émet des avis sanitaires, mais également la DGO1, donc hier Samantha Strat, qui était présente, son service qui appartient à la DGO1, donc les routes, émet aussi des avis, les experts forestiers, les experts privés. Donc on était arrivé à l'époque à un consensus au sein d'une méthodologie commune pour les experts sur les diagnostics. Alors, je vais vous la présenter brièvement. Vous la retrouverez dans les annales du colloque que je crois vous avez déjà reçu dans votre petit sac. Voilà, cette méthodologie, la voici. Alors tout d'abord, quel est l'objectif d'un diagnostic qu'on va appeler intégré? Et intégré, vous allez comprendre pourquoi après. C'est tout d'abord, c'est collecter l'ensemble des informations qui sont pertinentes et qui permettent de décrire à l'instant X l'état de l'arbre. Et deuxièmement, surtout, de faire des propositions pour la gestion à venir. Donc un avis qui simplement dit voilà, l'état de l'arbre il est comme ça, eh bien pour moi il n'est pas complet. Il doit donner des conseils, des propositions de gestion pour le futur. La gestion pour le futur, ça peut être ne rien faire. Mais au moins, voilà, ne rien faire pendant, donner un délai 3 à 5 ans. Revoir 5 ans. Ça, ce sont des conclusions. Alors, la méthodologie, dans le deuxième paragraphe, va décrire l'expertise, comment elle doit se passer. Ben, l'expertise, on doit toujours la faire au pied de l'arbre. J'ai déjà vu certains, derrière le mur, oh oui, pas mal, mais ils ne voient pas le champignon au pied. Donc, une expertise se fait toujours au pied de l'arbre, ce qui nécessite un accès à l'arbre. Si on ne sait pas accéder à l'arbre, dans le rapport, c'est noté. C'est clairement détaillé dans la méthodologie. Bien sûr, il faudra identifier l'arbre, son adresse, l'essence, éventuellement un petit numéro. Comment va-t-elle se dérouler cette expertise? On dira que c'est une expertise avant tout visuelle qui s'applique à rechercher tant les points forts que les points négatifs. Souvent, on recherche surtout les négatifs, mais on oublie les points forts, ce qui est important. Et cette démarche, maintenant, que je vais vous expliquer, elle est articulée sur 5 thèmes, d'où on a appelé un diagnostic intégré. Pourquoi? Parce que les 5 thèmes suivants vont être développés. Alors, premier thème qu'il faudra aborder, et pour lequel il faudra rendre un avis, c'est sur l'environnement de l'arbre. Éventuellement sur l'écologie de l'arbre, si nécessaire, donc éventuellement si c'est un arbre qui n'est pas adapté au site, au niveau des conditions édaphiques ou autres. Des remarques vont être émises sur les conditions de sol, compaction, texture, sur les éventuelles contraintes locales de l'arbre, un réseau aérien qui pourrait poser problème, sur l'historique. Est-ce qu'il y a eu des antériorités de rupture? Si je sais qu'on est dans un alignement d'arbres, il y a déjà eu 3 chutes d'arbres ici, c'était dû à de l'armillaire. On peut se douter que peut-être le 4e a aussi de l'armillaire. Donc c'est important. Et enfin, dans le cadre du thème de l'environnement, il faut aussi juger les cibles potentielles. Un arbre qui est en parfaite santé au milieu d'une cour d'école est peut-être pourrait poser peut-être plus de risques qu'un arbre vraiment dégradé au sein d'une prairie. Voilà, donc la cible potentielle est importante. Parce qu'en sachant qu'un arbre qui pourrait être dangereux parce qu'il y a un banc en dessous, si on retire le banc, il est déjà beaucoup moins dangereux. Si justement un arbre qui présente des problèmes de stabilité, on lui met
à l'aplomb de sa couronne, une barrière empêchant d'aller sous l'arbre, il ne devient plus dangereux non plus. Et ça, malheureusement, chez nous, les pratiques, cette pratique-là, au moins d'interdire le périmètre, elles ne sont pas véritablement prises en considération. À Nancy, on l'a fait très bien pour le hedge, je me souviens bien, il y a 2-3 ans, d'avoir vu vraiment, on avait pensé à condamner une partie du parc pour justement permettre à un vénérable d'aller jusqu'à la fin de sa vie. Généralement, malheureusement chez nous, on va souvent plutôt à des solutions plus radicales. Deuxième aspect, et là c'est un aspect qui a été développé hier par Claire Adjé et Yves Caraglio, c'est le thème du développement ontogénique. Donc ontogénique sur la forme, la structure, comment se met en place l'architecture de l'arbre. Donc on donnera il y a différentes méthodes. Hier on a vu la méthode de Christophe Drenou, mais il y a Rimbaud qui en a écrit, enfin qui a détaillé aussi une méthode, il y en a plusieurs. Donc clairement on donnera des renseignements ontogéniques sur la forme de l'arbre, la méthode architecturée. Donc on a compris hier avec Yves que en regardant l'arbre, juste par sa forme, on peut déduire déjà des informations physiologiques et vice-versa. Ici, le schéma, c'est pour vous rappeler un peu, ça c'est la méthode de Christophe Drenou. Vous voyez, d'abord, il met en place le stade juvénile qui est l'unité de croissance. Puis on arrive au stade 2 qui est jeune cime, avec la première fourche maîtresse, donc il réitère, pour passer au stade adulte, et puis à la sénescence. En sachant que, là il y avait une question hier qu'on a entendue, est-ce que l'arbre peut revenir d'une sénescence? Non. Par contre, en cas de perturbation physiologique, là c'est un traumatisme, là clairement, en cas de réserve suffisante, l'arbre peut reconstituer sa cime totalement. Voilà. Donc ici, le stade 4 et 5, c'est sénescence. Sénescence, impossibilité de reconstituer sa cime, parce que, voilà, unité de croissance minimale, et finalement mort de l'arbre. Ça, c'est les 4 stades de Christophe Drenou. Troisième thème, on aborde la phytopathologie. Oh, c'est quoi ça, la phytopathologie? C'est tout ce qui a trait aux maladies. Elles peuvent être parasitaires, donc dues à des ravageurs animaux, des champignons, des bactéries. Elles peuvent être physiologiques, donc ça c'est en fonction du milieu, donc biotique, abiotique, par exemple abiotique les coups de soleil, ou dû à des facteurs clairement anthropiques, donc dus à l'homme. Notamment par exemple construction d'un grand immeuble en verre à côté de hêtres, ben voilà, réflexion du soleil sur la façade en verre, coup de soleil sur le hêtre, voilà. La phytopathologie, bien sûr, on ne va pas aller s'amuser à aller chercher toutes les petites bébêtes sur l'arbre. Clairement, on va essayer d'identifier les phytopathologies, les maladies qui vont avoir un impact direct à court ou moyen terme sur la survie de l'arbre. Donc, par exemple, ici j'ai mes 3 photos. Ces 3 maladies qui sont des maladies qu'on dit parasitaires du marronnier. Vous reconnaîtrez le petit Cameraria horridella, donc la mineuse du marronnier, sur votre gauche. Au centre, c'est la rouille du marronnier, Guénardia esculi, et à droite, c'est un des symptômes du saignement du marronnier qui est dû à une bactérie Pseudomonas syringae Patovara esculi. Donc clairement, dans le cas de la rouille du marronnier au centre, bah, pas grave, c'est une maladie, mais l'arbre véritablement n'a pas vraiment un gros problème avec ça. Dans le cas de la mineuse, ben, au moment X, ça n'avait pas trop de problème, mais si pendant 10 ans la mineuse est importante et qu'il y a une chute prématurée des feuilles, eh bien à moyen terme, l'arbre pourrait souffrir au niveau vigueur. Par contre, et là il faut certainement la citer, c'est par exemple dans le cas de la maladie du saignement du marronnier, là clairement c'est une maladie qui tue dans les 3 à 5 ans l'arbre. Voilà. Quatrième thème à aborder, c'est la vitalité justement, la vigueur. On va regarder, estimer la vigueur, est-ce que l'arbre est en bonne ou en mauvaise forme? Donc on va regarder à la fois des points positifs et des points négatifs. Alors, si nécessaire, avec différents instruments, il y a mesures de photosynthèse, etc. On peut prendre des mesures pour justement estimer cette vitalité-là. Mais déjà avec un bon regard, on peut déjà avoir pas mal d'informations. Notamment ici sur le chêne qui se trouve dans un des petits villages de la commune de Stoumont. Ben, clairement, on voit bien qu'il a un traumatisme physiologique
Sa vigueur n'est peut-être pas exceptionnelle dans le haut de la cime, mais en allant plus près, bon, la photo n'est pas très grande, en allant un peu plus près, vous constaterez que dans le bas de sa cime, il est en train de reconstruire une seconde cime, des réitérations épitones se mettent en place, et donc finalement, la vigueur, il y a des points négatifs, bien sûr, il est en train de perdre sa couronne du dessus, mais il y a des points positifs, il en reconstruit une deuxième en dessous. C'est important, donc toujours avoir plus et moins. Enfin, pour le diagnosticien et surtout pour vous les communes, la dernière partie qui est peut-être la plus importante, c'est tout ce qui a trait au diagnostic mécanique, qui a trait à la stabilité de toute ou partie de l'arbre. Alors, bien sûr, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Aujourd'hui, on ne va pas les détailler, je laisserai ça un jour peut-être à Paul, où il fera un colloque d'une semaine sur toutes les techniques. Mais en vous rappelant que il faut au minimum décrire dans la technique utilisée pour que le gestionnaire qui va voir votre rapport sache bien, ah ben il a utilisé telle technique, et que l'expert qui va faire peut-être une contre-expertise, c'est une telle technique, pas toujours opposable, mais il faut le décrire en tout cas dans le document, dans l'avis. Il faudra décrire éventuellement les outils supplémentaires qu'on va utiliser. Si on ne se base pas que sur l'expertise visuelle, on va utiliser un marteau, un tomographe, un test de traction, un résistographe, eh bien il faudra l'inscrire clairement et expliquer un minimum la méthode utilisée. Il faut que le gestionnaire, quand il a l'avis, sait très bien, ah oui, il y a une tomographe, j'ai un beau dessin, une carte, mais ça veut dire quoi? Généralement, souvent, je l'ai vu, dans certains cas, j'ai une belle carte, l'expert m'a rendu ça, mais je ne comprends pas je comprends pas. Donc ça, il faut au minimum qu'on vous explique le minimum, la base de ce que l'expert a fait. Et bien sûr, il y a les contraintes minimum à observer. On devra toujours aller vérifier le collet de l'arbre, donc il devra avoir un petit rapport pour le collet, pour le tronc, ainsi que pour les couronnes, donc les charpentières. Voilà. Une fois qu'on a fait aborder les 5 thèmes dans son expertise, eh bien, il faut nécessairement avoir un rapport écrit. Un rapport oral, tout va bien, ben ça c'est opposable à personne. Donc le rapport écrit est nécessaire. Qui vont décrire alors dans ce rapport, ce qu'on va retrouver, les motivations, les circonstances de l'expertise. Effectivement, dans quel cas a-t-on réalisé cette expertise? Ah ben c'était pour répondre, par exemple, à l'objectif, faut-il tailler ou pas cet arbre? Ou cet arbre est-il en sécurité par rapport au bâtiment à côté? Donc, rappelez l'objectif de l'expertise et les circonstances. On donnera pour chacun des 5 thèmes que je viens de vous citer un avis. Et au bout de cet avis notamment pour l'aspect mécanique, on quantifiera les défauts. C'est important aussi. Voilà, cartographie par exemple, tomographe, ben voilà, on a X% de zones saines, X% de zones dégradées. Et surtout, à la fin du rapport, je vous l'ai déjà dit, on parlera des recommandations à faire, au bannage, abattage ou rien du tout, et le délai de la validité de l'expertise, ça c'est important, et les délais des travaux éventuellement proposés, donc au bannage à mettre en œuvre dans les 6 mois. Voilà, c'est important. Et bien sûr, le rapport doit être daté, qui permettra de suivre dans le temps l'expertise, et surtout, si vous faites l'expertise au mois de janvier, vous ne verrez pas tous les mêmes éléments qu'au mois de juin ou septembre, et donc en cas de problème, s'il y avait l'expertise, il n'y a pas de souci. En janvier, ben, si l'arbre se casse la figure au mois de septembre, ah ben il y avait des champignons, ben, au moins si vous aviez je suis venu en janvier, ils n'étaient pas là. Donc c'est important de dater aussi. Voilà. Rapport signé, daté, bien entendu. Alors, un des derniers points que je voudrais aborder ici, justement, qui peut-être est une contrainte pour certains, mais que c'est la volonté justement avec ce cadre fixé par la méthodologie, le projet de circulaire, c'est engendrer une certaine responsabilité au sein de celui qui commet la vie. Mais d'un autre côté, on sait très bien que le risque zéro n'existe pas. 15 août, beau grand soleil, l'arbre totalement nickel, grosse branche qui tombe. Ah, rupture estivale. On ne pouvait pas le prévoir. Impossible. Donc le risque zéro n'existe pas. Donc où est-ce qu'on pourrait, au niveau de la gestion, du gestionnaire, le gestionnaire pourrait reprocher une faute à l'expert? C'est simplement dans le cas où une véritable erreur aurait été commise. Une erreur commise, ça veut dire qu'il n'aurait pas suivi justement un diagnostic, une faute. Voilà. Donc c'est là justement la circulaire permet de justement donner le cadre dans lequel cas
l'expert engagera sa responsabilité. Dans tous les cas, on dira que la circulaire propose en tout cas d'avoir une responsabilité de l'expertise pendant 3 ans. En France, eux, depuis longtemps, l'ONF, quand ils commettent un avis, ils prennent la garantie de leur avis pendant 3 ans, sur certaines réserves. Certaines réserves qu'on mettra aussi dans la circulaire. Bien sûr, moi je propose 3 ans, c'est généralement l'expertise sur 3 ans, l'arbre c'est bon, en sachant que l'arbre, dans le temps, sa santé évolue, l'avis qu'on rend aujourd'hui ne peut pas être valable dans 15-20 ans. On sait que ben voilà, ça vieillit, il peut y avoir d'autres circonstances dans la vie, mais je pense qu'il faut au moins que l'expert prenne en charge sa responsabilité. Je m'engage en 3 ans, mon avis est bon. Sur certaines conditions, notamment qu'il n'y ait pas l'apparition de nouveaux symptômes, d'où l'intérêt d'avoir la date sur son rapport. Ben voilà, j'ai fait mon expertise au mois de janvier. Est arrivé au mois de septembre du polypore géant au pied de mon hêtre, vous ne m'avez pas fait revenir, j'en avais pas vu à l'époque, ça change tout. Donc c'est sous réserve de l'apparition de nouveaux symptômes, sous réserve aussi que il n'y ait pas de modification de l'environnement immédiat. Donc effectivement, je m'engage maintenant, mais si la semaine prochaine on vient de faire des travaux de tranchée tout autour de l'arbre à 1 mètre de l'arbre, 2 semaines après, grosse coup de tempête, il tombe sur la maison à côté, bon, ça c'est pas les mêmes conditions. Effectivement, donc si l'environnement a changé, ça ne vaut pas. Et évidemment, l'expert, son avis ne vaudra pas si les recommandations qu'il a fournies, puisqu'il est obligé d'en fournir, ne sont pas suivies. Donc si il dit, moi, cette fourche à écorce incluse, il me faut l'aubaner, le gestionnaire ne l'aubane pas, ça casse, eh bien l'expert, son responsabilité, est bien sûr retirée. Voilà. Alors à l'avenir, j'espère qu'on va, avec l'administration, resoumettre ce projet de circulaire au niveau de la ministre, pour qu'au moins au niveau de l'administration wallonne, dans le cadre de la gestion de son patrimoine arboré, que ce soit aussi bien le long des routes, mais également pour la gestion des arbres marquables, on ait un cadre qui fixe bien comment faire cette méthode. À citer que quand même déjà depuis quelques années, on essaie d'appliquer déjà cette méthodologie, sans le faire officiellement, mais ça serait bien que c'est encore disparate, c'est pas appliqué partout pareil dans l'administration, ça serait dommage à avoir quand même, ça serait bien d'avoir une uniformité. Mais également à vous, communes, gestionnaires de patrimoine arboré, vous avez la circulaire dans votre petit sac à dos, déballez-la, proposez-la à vos échevins et autres, pour que vivre quand même cette circulaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.